Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 26 mars, il est l'heure de l'info. Après le crash des deux Alpha Jets de la patrouille de France hier après-midi à Saint-Dizier, nous vous proposons ce soir de faire le point sur la situation. À Vitry-le-François, le quartier prioritaire de la Fauvarge est en travaux depuis un an. Plusieurs projets vont y voir le jour, nous ferons le point ce soir. La communauté professionnelle territoriale de santé Centre Haut-Marnaise et le club Chaumont Handball ont noué un partenariat pour une meilleure hygiène alimentaire. En fin de journal, nous vous proposons une rediffusion de l'interview du producteur et de la réalisatrice du court-métrage 29 août, le jour de l'assaut, inspiré du massacre de la vallée de l'Assaut durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un accident spectaculaire et assez rare qui aurait pu tourner au drame hier. Le crash des deux avions de la patrouille de France, alors en plein entraînement dans le ciel de Saint-Dizier hier après-midi. Les trois pilotes étaient parvenus à s'éjecter, mais les deux appareils s'étaient eux écrasés aux alentours de la carrière Calin. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? La réponse avec Clémentine Coppola. Des silos à béton carbonisés. Sur le terrain de l'entreprise Calin, il s'agit des vestiges du crash aérien survenu ce mardi après-midi. Aux alentours de 15h35, deux Alpha Jets de la patrouille de France, en entraînement sur la base aérienne 113, se percutent en pleine manœuvre. Les trois pilotes parviennent à s'éjecter rapidement et atterrissent en parachute, comme on le voit sur ces images. Aucun d'eux n'a été blessé. Au sol, les salariés de l'usine Calin ont évité le pire. Le deuxième avion se serait, lui, écrasé sur le site des étangs de la Ballastière, juste à côté. Ce mercredi, la route nationale 4, qui avait été bloquée hier soir pour faciliter les recherches de débris d'avions, a été progressivement rouverte. Seule la route départementale 221, qui mène à la commune de Villiers-en-Lieu, est barrée. De chaque côté, la police municipale filtre les véhicules. Seuls les professionnels, les habitants, les secours ou l'armée ont un droit de passage. L'endroit est complètement fermé. Sur place, plusieurs militaires semblaient cet après-midi procéder à un ratissage de la zone. L'entreprise Paul Calin vient de publier à l'instant un communiqué à la suite de l'accident. Je cite: « Malgré cette situation difficile, notre entreprise reste debout et continue d'avancer grâce à la mobilisation de nos équipes et au soutien de nos autres sites. Nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives et limiter l'impact sur nos partenaires et clients. » En janvier 2024, le quartier de la Fauvarge a été placé en nouveau quartier prioritaire. Il est l'un des seuls quartiers de Vitry-le-François à n'avoir subi aucune réfection profonde depuis sa construction de 1958 à 1964. Plusieurs projets vont y voir le jour, notamment une piste de pump track et un jardin sur la placette rue du Dispensaire. Les détails avec Léon Martin. C'est un quartier qui va subir de grosses transformations. La Fauvarge, ces logements des années 60 de Vitry-le-François, a été placé comme quartier prioritaire de la politique de la ville en janvier 2024. Il est le dernier secteur de la commune à n'avoir subi aucune rénovation. Cette année, plusieurs grands projets vont débuter ici. Sur cette place laissée à l'abandon, une aire de jeu va voir le jour ou encore un terrain de pétanque. Les quartiers d'habitat locatif en France ont souvent été négligés par la puissance publique. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'effectuer non seulement un rattrapage, mais d'adapter ces quartiers, de leur donner les équipements dont ils ont besoin. Il faut constater que le bailleur n'a pas fait grand-chose. Et donc, il a à faire beaucoup dans l'habitat. Et nous, eh bien, puisqu'on a des espaces, et ces espaces, on doit les transformer. C'est l'amorce du programme, c'est le début du programme. C'est aussi un signe qui est envoyé aux habitants. Ce projet devrait se terminer début 2026, mais d'autres travaux sont programmés. Cet ancien terrain de foot va se transformer en pump track, abandonné depuis un an suite à la création d'un autre terrain de football synthétique. C'est plus de 4000 m² qui vont être modifiés. En début d'année, la municipalité avait obtenu le label Ville sportive du Grand Est. C'est un sport à la mode. Les sports de glisse se développent. Et les jeunes Vitrias aspirent également à pratiquer cette activité. Alors on n'est pas sans équipement, on a déjà un embryon d'équipement qui se trouve au quartier du Hameau, mais tout va être amené ici. On a une piste de skate qui va être amenée ici. Rehausser le niveau des équipements, eh bien c'était l'endroit idéal pour installer le pump track. Pas le mettre à l'extérieur de la ville, mais le mettre dans la ville, près des habitants, près de la jeunesse.
près de l'école. Sur Facebook, il y a de nombreux commentaires, des internautes sont satisfaits du projet. Quelle belle idée! Le top pour les petits et les grands. Les enfants vont être ravis. Le coût des travaux de la Fauvarge sont encore en train d'être calculés. Le dernier quartier rénové, Rome-Saint-Charles, avait coûté presque 8 millions d'euros au foyer rémois, le bailleur social. Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la communauté professionnelle territoriale de santé Centre-Haute-Marne a organisé plusieurs événements autour de l'alimentation. Samedi dernier, le 22 mars, elle a proposé un partenariat avec le club Chaumont Handball, des ateliers de nutrition adressés aux parents présents durant l'entraînement, l'occasion de les sensibiliser de nouveau sur l'équilibre alimentaire. Les détails avec Célia Richard. Du haut de leurs 3 ans, ces petits sportifs se sont dépensés avec enthousiasme pendant près d'1 heure et demie. Pendant ce temps, leurs parents ont pu se plonger dans l'univers de la nutrition avec 2 diététiciennes pour parler alimentation équilibrée. Cette demi-journée, organisée par la communauté professionnelle territoriale de santé du Centre Haute-Marne, avait pour but de sensibiliser parents et enfants sur le bien-être alimentaire et physique. Alors cette action, en fait, elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'enfance. Là, voilà, on est en plein dedans, semaine de l'enfance qui est du coup l'occasion de sensibiliser un petit peu sur certains sujets. Donc l'importance d'une alimentation équilibrée, d'une activité physique adaptée pour les enfants, mais aussi en grandissant, et ça peut concerner aussi les adultes de toute manière. Il y avait 2 diététiciennes, donc 2 groupes se sont formés pour justement pas être trop nombreux et pouvoir vraiment favoriser l'échange. Donc elles avaient prévu un petit programme, mais finalement ça s'est un petit peu transformé en temps questions-réponses, temps d'échange sur la nutrition, l'alimentation. Comme tous les samedis, le club Chaumont Handball a accueilli une trentaine de leurs licenciés. Dans un premier temps, le groupe des 6-9 ans qui ont pu s'entraîner sur les dribbles et les passes, puis le groupe des 3-5 ans en fin de matinée. Après la séance, un petit goûter diététique leur a été proposé. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux parents qu'il y a des idées reçues sur la nutrition et de pouvoir échanger avec eux sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et surtout avec des enfants au niveau de l'alimentation. C'est quand même important de pratiquer une activité sportive dès le plus jeune âge, notamment en termes de santé, et ces ateliers nutrition sont partenaires pour les parents. Les parents présents ont été ravis de pouvoir discuter alimentation et poser toutes leurs questions à des spécialistes. Ils sont tous repartis avec des petits fascicules sur les bonnes habitudes alimentaires. Nous vous proposons ce soir une rediffusion de l'interview de Léo Curé et de Justine Bocquiero, producteurs et réalisatrices du court-métrage 29 août, le jour de l'assaut, inspiré des événements tragiques du massacre de la vallée de l'Assaut qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez. Ce soir, nous recevons la réalisatrice et le producteur du court-métrage 29 août, le jour de l'assaut, un film poignant inspiré des événements du massacre de la vallée de l'Assaut qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir Justine Bocquiero. Bonsoir. Bonsoir Léo Curé. Bonsoir. Alors ce film, c'est 21 minutes qui plonge le spectateur dans un drame historique. Comment vous êtes allé chercher l'histoire en quelques mots? Comment on pourrait résumer ce film ? Alors ce film, effectivement, c'est tout d'abord un film historique puisqu'il est inspiré d'événements qui ont eu lieu le 29 août 1944, au moment où les Allemands sont repoussés hors de France et donc dans un village de la vallée de l'Assaut, dans plusieurs villages de la vallée de l'Assaut, ont eu lieu le massacre de 86 personnes. Et donc ça, c'est le point de départ de notre court-métrage, l'ancrage historique. Et ce court-métrage, après, c'est un huis clos qui met en scène 2 femmes antagonistes qui vont devoir s'allier pour s'en sortir. Et j'en dis pas plus pour laisser la surprise aux spectateurs. Alors justement, comment vous avez eu l'idée de tisser cette histoire dans un endroit historique et dans un événement historique qui est quand même assez lourd? Alors l'idée est venue parce qu'avec ma sœur, donc Léa, on avait envie d'écrire ensemble depuis un moment. Et notre famille paternelle est originaire de Ville-sur-Sault, donc un village qui est situé près de cette vallée-là. Ville-sur-Sault n'a pas été impacté par le massacre directement, mais il y avait un jour un repas de famille. Oui, voilà, on avait déjà un peu cette histoire qui traînait dans les inconscients de la famille. Et un jour, un repas de famille,
certaines personnes parlent de cette histoire-là. Et avec Léa, on ne la connaissait pas. Et on s'est dit, c'est vachement fort, on va se renseigner là-dessus. C'est étonnant qu'on n'en ait jamais entendu parler, etc. Et en se renseignant, on est tombé sur le témoignage d'une femme de gendarme de l'époque qui s'appelait Simone, je crois, et qui raconte dans le témoignage comment elle a été prévenue de l'arrivée des Allemands, comment son mari a pu fuir et comment elle a menti, j'essaye de pas trop en dire parce qu'il y a plein d'éléments qu'on a gardés de son témoignage, aux Allemands pour sauver sa famille, etc. Et on a trouvé le témoignage hyper fort et on s'est dit, c'est ça qu'on veut raconter. Bien sûr en romançant, en tirant les fils, en mettant de la fiction là-dedans, et puis en partant de notre idée première qui était on voulait mettre au devant deux femmes ennemies qui vont devoir collaborer, s'unir en tout cas face au danger. Et donc on a fait un peu un mélange de tout ça, et puis c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'écrire 29 août. Ce qui est devenu 29 août. Alors justement, quelle a été un petit peu votre approche? En combien de temps on écrit ça? Comment on y pense? Donc vous parlez de l'approche féminine, du personnage, de l'humain au centre. Comment on porte un historique aussi lourd dans un court-métrage? Ouais, alors c'était un sujet sensible. Ce qu'on a fait, on a eu on voulait pas, on ne voulait pas prendre les gens en traître parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont des descendants, des gens qui ont vécu ce massacre, donc pour qui le sujet est encore très sensible, etc. Et un jour, on est allé, il y a je ne sais plus combien de temps, un peu plus. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais. On est allé à Robert Espagne avec Léo et Léa, tous les trois. Le scénario existait déjà. Et puis, on allait rencontrer les habitants des villages, ceux qui avaient répondu à l'invitation. Et on leur a parlé du projet. On leur a envoyé le scénario ensuite en leur disant, voilà, lisez-le. Est-ce que ça vous... Et dites-nous, faites-nous des retours. On est hyper... curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et puis on a travaillé aussi un petit peu, on a demandé de l'aide à un historien spécialiste du sujet qui s'appelle Jean-Pierre Arbulot et qui nous a donné des précisions vraiment très techniques sur ce qui s'est passé sur ce massacre-là. Pendant ce massacre-là. Alors ensuite, tournage, et vous avez fait le choix de ne pas tourner dans la vallée de la Sceau. Vous avez tourné du côté de Verdun, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est un choix un petit peu contraint, c'est-à-dire que puisque c'est un film historique, il fallait qu'on trouve un décor qui soit en accord avec ce qu'on allait tourner. Donc effectivement, on a trouvé les vieux métiers d'Azan, donc un village début de siècle qui correspondait parfaitement à ce qu'on pouvait rechercher, à la fois en termes de logistique, parce qu'un tournage ça demande un petit peu de logistique, et en termes de décor aussi. Donc on a installé nos valises à Azan pour 5 jours de tournage. Et ça s'est très bien passé, mais effectivement on n'a pas tourné dans la vallée de la Sceau. Le film étant un huis clos, donc se passe majoritairement à l'intérieur. Pour nous c'était important de pouvoir travailler dans un décor déjà malléable, qu'on pouvait redécorer à notre façon, et puis qui soit cohérent avec la date du 29 août 1944. Oui, c'est ça. On voulait, avec Léa, on a écrit le film dans une cuisine et on l'avait vraiment en tête. Et en visitant, on a visité plusieurs maisons du village des vieux métiers. En rentrant dans cette maison-là, on s'est dit de façon assez unanime, celle-là, elle est vraiment très très bien. Alors donc, si on résume, vous avez donc 5 jours de tournage, un an d'écriture à peu près plus. En fait, on a commencé à écrire cette histoire-là, mais on a commencé à écrire qui est devenu 29 août, mais ce qui n'était pas encore exactement cette histoire-là, il y a 6 ans, en 2018. Donc il y a eu des couches et des couches et des couches et des couches d'écriture, et puis voilà. Donc ça a mis beaucoup de temps l'écriture, beaucoup de temps. Montage, diffusion aujourd'hui. Oui. Et donc au fur et à mesure, vous avez décidé quand même de laisser un thème qui est récurrent, la mémoire, la transmission. Quel est le message que vous voulez transmettre dans ce court-métrage? Déjà, il y a assez simplement le devoir de mémoire qui est assez présent. Et puis, ce qu'on voulait avec Léa, c'était vraiment, on ne voulait pas faire un documentaire, on voulait vraiment écrire une fiction parce que on en regarde beaucoup et c'est ce qui nous touche beaucoup, ce qui nous procure beaucoup d'émotions. Et on a l'impression que les fictions sont des portes d'entrée assez fortes et assez immédiates pour s'intéresser à des sujets. Et donc, on s'est un peu servi, entre guillemets, du fait historique pour faire une fiction, une relation. Oui, voilà, c'est ça. Et puis me faire monter en puissance toute la dramaturgie, l'histoire entre les deux femmes, etc., etc.
Qu'est-ce que vous ressentez comme message, vous? Oui, en termes de message, effectivement, il y a un message historique qui a été important pour la production, parce qu'on a tourné au mois de juin, il fallait que le film soit prêt effectivement pour les 80 ans, les commémorations des 80 ans de cet événement, et ça permettait de proposer une lecture un petit peu nouvelle et artistique, cinématographique de cet événement pour marquer un petit peu cet anniversaire. Au-delà de ça, effectivement, on l'a pensé aussi comme un outil, je pense, pédagogique qui permet d'aller voir les jeunes générations avec un objet un petit peu différent de livres d'histoire ou de choses très classiques qui permet d'ouvrir un débat sur ce qui s'est passé effectivement et sur ce massacre finalement assez méconnu en dehors de la Meuse. C'est aussi cet objectif-là que de faire connaître le massacre de la vallée de l'Assau. L'histoire en fiction, on pourrait dire. Exactement. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.